Bonjour à tous. Il nous reste 113 jours avant les concours. Ouais. Pas du tout, c'est la panique. C'est la panique. Vous imaginez ça, il reste 4 mois. Attendez, janvier, février, mars, avril, bah voilà, hein, c'est fini. C'est la fin, ça y est, on a passé bientôt les 100 jours. Déjà 113 jours, ça va être hyper rapide. Bon, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Quatrième épisode de ma catabase en prépa. Ce qui est malheureux. Enfin bon, voilà, en tout cas, je suis très content de vous retrouver comme d'habitude. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous allez réussir dans vos entreprises si vous êtes en prépa. J'espère que vous allez gérer vos concours, tout gérer. Et si vous êtes en terminale, je vous souhaite de réussir votre orientation sur Parcoursup parce que c'est très important. Donc j'espère que ça va bien se passer pour vous. Alors dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. Sachez que j'ai pas préparé non plus masse de trucs parce que j'ai beaucoup de retard. En fait, pour vous expliquer un petit peu mon retard, j'ai un DM de maths à faire, j'ai une colle de maths à apprendre, j'ai une contraction de CG à faire, et j'ai... ah oui, apprendre mon ESH aussi sur la stagnation séculaire parce que j'ai un DS samedi. Yes. Voilà, quel bonheur. Alors, je voulais dire d'abord... Alors voilà, le programme. D'abord, on va parler des vacances. Ensuite, je vais vous parler de mon projet pro parce que je me suis dit qu'il était temps de revenir un petit peu dessus parce que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était l'an dernier, c'était pendant le confinement à peu près. Donc ça fait un petit peu un moment, donc ce serait bien de revenir un peu dessus. D'autant que j'ai pas tellement évolué depuis la dernière vidéo, mais c'est juste un peu précisé. Puis on va parler un peu de manière générale du projet professionnel et de l'orientation parce que ça commence à être un peu la période. Et bientôt, les vidéos sur Parcoursup vont arriver. Et alors, troisième partie, je vais vous parler de mes lectures. J'ai pas lu grand chose ces vacances, je suis vraiment déçu parce que j'ai envie de lire plein de trucs, mais j'ai pas eu le temps. Et enfin, vos questions. Alors là, il y a pas mal de choses intéressantes, donc on va en parler. Voilà. Donc c'est parti, on va essayer d'être efficace comme d'habitude. Euh, Comme d'habitude. Alors, mes vacances. Alors, bien sûr, dites-moi un petit peu comment sont passées vos vacances en commentaire. Alors, pour ma part, j'ai fait deux trucs principalement. J'ai mangé et j'ai dormi. Voilà. Et j'ai un peu travaillé. Alors, j'ai travaillé, j'étais assez motivé pour faire certaines choses. J'ai fait à peu près 60% de ma liste de ce que j'avais prévu. Alors, en fait, là, je vais être assez précis parce que ça va intéresser les archéologues qui vont regarder mes vidéos une fois que j'aurai réussi ou échoué d'ailleurs mes concours pour savoir un petit peu ce que j'ai fait. Donc, comment j'ai travaillé? Alors, pendant ces vacances, je me suis mis à travailler dès... Ouais, en fait, j'ai fait du rangement au début, puis après, je suis rentré à Montpellier, puis je me suis mis vraiment à bosser. J'ai fait quoi? Mon rythme, c'était quoi? En gros, je me levais vers 9 heures. Ouais, à peu près, des fois 8h30, des fois 9h30. Bon, là, je me mettais en général à faire une annale de maths. Alors, j'ai réussi à faire plusieurs annales de maths, donc je suis assez content de ça. Donc, je me mettais à faire une annale de maths, puis repas, puis l'après-midi, je me mettais à faire un truc spécial. Il y a des après-midi où je faisais de l'économie, des après-midi où je faisais du cours de maths, des après-midi où je faisais du cours de CG, donc ça avançait un petit peu, voilà, donc j'ai quand même un peu avancé sur ce que je voulais. J'ai réussi à avancer dans mes entretiens aussi, où j'ai préparé un petit peu des réponses à des questions, des développements sur cette chaîne, sur un petit peu plein de choses, quoi. Bon, bref. Donc ça a avancé. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement en maths? J'ai fait beaucoup d'annales de l'EM Lyon. J'ai fait... enfin beaucoup, je crois que j'ai fait 6 annales de l'EM Lyon. Mais à un moment, en fait, j'étais découragé à partir de 2014. En fait, j'ai commencé à 2019, je suis descendu. Et j'ai eu l'impression qu'en 2014, ça devenait très dur. Et qu'en fait, le M Lyon avec le temps, j'ai l'impression que ça devient plus facile. Je sais pas ce que vous en dites vous. Personnellement, exemple. Exemple, le sujet de 2016, je l'ai défoncé en 3 heures, je l'ai fait en entier. J'étais super content, super fier de moi, j'étais trop heureux, vraiment, un sujet de concours en 3 heures. J'étais trop content. Et puis, sujet E-M-Lyon 2014, c'était un enfer. J'ai bloqué sur la première question, j'ai bloqué sur la deuxième, j'ai bloqué sur toutes les parties. J'ai avancé sur la partie espace vectoriel. J'étais pas sûr de comprendre ce qui se passait dans les probas. Enfin bref, une catastrophe. Donc il va falloir que je m'y remette sérieusement. Donc voilà, les maths c'est un petit peu coup-ci coup-ça. Et sinon j'ai avancé un peu dans mon cours de maths. Enfin j'ai avancé, j'ai pas avancé, mais j'ai juste repris ce que j'avais fait avant. Et j'ai appris bien comme il faut le cours sur les espaces vectoriels. Je le connais très bien, enfin très bien, plutôt très bien.
Et donc je suis assez content d'avoir revu ça parce que c'est ça de moi à faire. J'ai aussi bien revu le commerce international en économie et en culture générale. Et en culture générale, en fait, comment dire, j'ai rencontré une personne charmante et brillante qui m'a conseillé beaucoup d'opéra et de ballet. Donc j'ai regardé ça pendant les vacances. Donc c'était vraiment top parce que c'est un petit peu entre repos et travail quoi. Du coup, ça fait que j'ai une petite dizaine de références opéra, ballet, musique pour ma disserte de CG. Donc c'est très très sympa, c'est très très bien, ça m'a beaucoup plu. Donc c'était un vrai bonheur de faire ça plutôt que de lire des philosophes où tu comprends pas toujours ce qu'ils racontent. Enfin, là c'était bien, enfin, voilà, c'était beau en plus. Enfin, bref. Bref, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah en fait j'ai été surtout peu efficace à la fin des vacances, hein. Là, autour du 1er janvier, c'est un petit peu dur de travailler, donc vraiment j'étais moins efficace à cette période-là. Mais au début, ça allait un peu mieux. Bref, j'ai pas raté mes vacances, mais j'ai pas fait tout ce que je voulais. Et surtout, il y a plein de livres auxquels j'ai pas touché alors que je voulais m'y mettre. Enfin, ça me fatigue, hein, vraiment. Parce que j'étais motivé, quoi. En tout cas, j'ai eu un regain de motivation autour du 1er janvier. Là, dès que minuit est passé, je me suis dit en mode, bon, cette année, on y va. Voilà. Petite, je sais pas, montée de motivation. Et c'était très bien. C'est très bien et ça m'a donné envie de travailler et d'être à fond pour cette période-là. Mais vous imaginez que ça a passé hyper vite. Mais vraiment, moi, ça m'angoisse à un niveau qui est indescriptible. C'est incroyable. Déjà, les concours, je vous l'ai dit, dans 113 jours. Et puis, les concours blancs, chez nous, c'est dans 2 mois à peu près exactement. Donc, c'est très, très angoissant. On aura nos notes de concours blancs d'ailleurs dans les jours qui suivent. Donc, si vous voulez connaître mes notes de concours blancs, vous pouvez me suivre sur Twitter parce que j'en posterai. Je sais pas si je mettrai tout, mais je mettrai certaines notes en tout cas. Donc voilà, je vous mettrai mon Twitter en description. Bref, on continue. On continue et dites-moi donc en commentaire ce que vous avez fait pendant vos vacances. Est-ce que vous avez un peu raté aux vacances? Sur Twitter, on m'a dit que c'était pas toujours très réussi. Ou est-ce que ça va? Enfin, je sais pas. Moi, pour ma part, bah, je vous ai dit, j'ai quand même un peu travaillé et puis j'ai pas fait tout ce que je voulais non plus, hein. Bon, mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est que je me suis bien reposé des concours blancs. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir repris des couleurs. Enfin, ouais, pas de ouf quand même, hein. Pas de ouf, hein, vraiment. Enfin bon, tant pis. Bon. Bon, en tout cas, je me suis quand même reposé. Je pense que là, bah là, c'est la dernière ligne droite, quoi. Je sais pas comment vous vous sentez, vous, par rapport à ça, mais moi, c'est vrai que je suis pas stressé pour les concours, mais juste angoissé du temps qui passe si vite. Juste angoissé du temps qui passe vite, quoi. C'est pas possible, quoi. Les vacances étaient tellement rapides. Le mois de décembre a été hyper rapide, le mois de novembre aussi. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, alors, deuxième partie, projet professionnel. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon projet professionnel. Aujourd'hui, j'aimerais travailler dans le marketing. J'aimerais travailler dans le marketing. J'ai enfin, avant, c'était pas ça, je vais vous en parler. Mais j'aimerais travailler dans le marketing. Alors pourquoi? Je vais vous faire un petit speech. Pourquoi j'aimerais travailler dans le marketing? Déjà, le marketing pour moi, c'est euh, c'est un secteur d'activité, c'est une fonction dans l'entreprise qui a pour objectif de répondre à un besoin en mettant en relation un client et un produit. Et pour ce faire, on va combiner des compétences qui sont des compétences analytiques et des compétences plus de créativité. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Et des compétences analytiques, on va les retrouver par exemple dans l'identification d'un besoin, dans la compréhension du client, dans la compréhension de l'environnement de l'entreprise, et puis dans la communication qu'on va devoir faire pour communiquer la valeur de son produit à un client. Voilà. Et moi, ce qui me plaît particulièrement dans le marketing, c'est que c'est un processus qui fait appel à des mécanismes économiques, à des analyses sociologiques et psychologiques vraiment approfondies. Donc, il y a vraiment des compétences qui sont nécessaires à ça. Et puis, ça se fait dans un travail de groupe, c'est du travail d'équipe. Ça demande une bonne gestion du stress parce que c'est quand même un métier qui est très intense. Il y a des périodes de lancement, etc., où on travaille énormément. Bonne gestion du stress, ça demande des capacités de synthèse, des capacités
de créativité, d'être capable d'innover. Donc il y a tout ça. Et puis moi, vraiment, ce qui me passionne dans le marketing, ce qui me passionne dans le marketing, c'est que euh, on... Comment dire? C'est que on va réfléchir sur l'humain, en fait. On va réfléchir sur comment... Alors déjà, qui est le client? Comment est-ce qu'il prend sa décision? Pourquoi est-ce qu'il prend telle décision? Et quels sont les déterminants, quelles sont les influences qui vont influer sur cette décision, donc que ce soit au niveau des déterminants économiques, sociologiques, géographiques. Tout ça, ça se combine, ça se réfléchit, ça se travaille, ça s'étudie. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et puis le marketing, c'est aussi ce qui va transformer, quand vous avez un besoin et que vous avez un concept, c'est ce qui va faire concrètement que vous avez un produit concret à proposer qui va satisfaire un client. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très concret. Vous mettez en œuvre des stratégies, vous voyez si ça marche ou pas. Donc c'est pas un truc abstrait. Enfin, voilà, moi, ça me plaît de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment des compétences analytiques, études de marché et tout. Et là-dedans, il y a aussi l'idée de bien connaître son secteur, de bien connaître ses concurrents, de bien savoir quels sont les autres produits qui sont proposés, quelle est la différence de votre produit, savoir se différencier, savoir se positionner au niveau du prix, connaître sa compétitivité prix, compétitivité hors prix, travailler sur son image de marque. Tout ça, c'est des trucs qu'on fait dans le marketing et aussi, euh, et aussi en particulier dans un cadre international, c'est savoir s'adapter aux cultures nationales différentes. Donc savoir s'adapter à un environnement économique, à un environnement juridique, à un environnement politique, culturel qui est différent. Et donc c'est toujours une adaptation. Toujours une adaptation. Donc c'est ça qui me plaît en fait beaucoup dans le marketing, que c'est toujours un processus où on doit toujours s'adapter, toujours rester au niveau, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Et en fait, ce qui me plaît énormément, c'est que ça combine à la fois, enfin, ça demande d'avoir une grande culture pour comprendre l'humain, pour comprendre le client, pour savoir comment se déterminent les décisions d'achat, etc. Mais aussi, ça demande d'être toujours très dynamique, d'avoir un dynamisme de tous les jours pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux qui émergent à chaque fois, pour savoir s'adapter à la concurrence, pour savoir se positionner et pour pas être rattrapé, dépassé. Enfin, c'est toujours une remise en question en fait, c'est toujours, enfin, je sais pas, c'est un travail permanent sur sur des évolutions de court terme, mais aussi il faut savoir analyser des tendances de long terme, etc. Donc, enfin, vraiment, moi le marketing c'est un truc qui me plaît énormément. Voilà. Je pense que c'est un secteur qui combine une rigueur et une créativité, qui combine une organisation, une flexibilité, une capacité à innover aussi. Donc voilà, il y a tout ça qui me plaît dans le marketing, voilà. Bon, maintenant à vous de me dire combien vous me mettez comme note après ce speech. Est-ce que vous me recrutez en école de commerce en marketing? Dites-moi ça. Parce qu'en fait, je vous dis ça parce que je prépare mes entretiens, hein, donc ça compte pour mes entretiens. Donc voilà. C'est important pour moi que vous m'aidiez aussi dans ma préparation au concours. Donc voilà, je vous demande de me dire ce que vous avez pensé de ma petite présentation. Voilà, alors on va parler un petit peu plus généralement du projet professionnel. Je vous ai dit donc pourquoi ça m'intéressait le marketing. L'an dernier, sachez que j'ai fait une playlist en fait où je parlais de mon projet professionnel. Donc vous pouvez retrouver mes vidéos sur mon projet pro. L'an dernier, j'avais quand même des idées assez diffuses et pas très précises de ce que je voulais faire. Par exemple, je voulais... Alors j'avais idée l'an dernier d'aller à l'ENA, ce qui n'est pas une bonne idée en fait. Je sais pas si ça me correspond, je pense que ça me plairait pas. Je pense que ça me plairait pas, que c'est un peu trop rigide, et puis il n'y a pas de l'aventure du secteur privé. Je sais pas, le secteur privé c'est un peu une aventure pour moi, je sais pas. Non? Enfin, je sais pas, vous en dites quoi? Je sais pas. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Et après l'an dernier, j'avais l'idée de faire de la finance aussi. Mais je me rends compte que c'est pas du tout pour moi, mais vraiment pas du tout. Aux entretiens de l'an dernier, j'ai eu le malheur de dire au jury que je voulais faire de la finance. Ils m'ont pas cru. Ils avaient raison de pas me croire parce que j'étais pas convaincu. Et ils m'ont pas cru et du coup ils m'ont pas aimé. Ah. Et en fait, non, la finance ça m'intéresse pas en fait. C'est beaucoup trop de maths, c'est beaucoup trop compétitif. C'est vraiment compétitif comme univers. Et c'est beaucoup trop de travail aussi. Ils font beaucoup trop de travail. Et je sais pas si c'est un travail intéressant parce que c'est des chiffres, c'est très abstrait. Enfin,
On voit pas trop ce qu'on fait concrètement. Enfin, je sais pas. Moi, ça me tente pas vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous enfin, je veux dire, c'est des secteurs qui vous intéressent, donc c'est très bien. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes calé un petit peu sur votre orientation, si vous avez juste des idées ou si vous avez des idées assez précises de ce que vous voulez faire. Ça m'intéresserait que vous partagiez cela en commentaire aussi. Donc voilà, projet professionnel, en fait, je voulais juste vous dire que on évolue tout le temps dans son projet pro, on a plein d'idées nouvelles qui arrivent et tout. Et moi, le marketing, bah, je sais plus comment ça m'est venu, mais juste, je crois que j'ai des amis une amie qui voulait faire du marketing et ça l'intéressait de ouf. Et moi, ça m'a intéressé aussi je sais pas, par ricochet, on peut peut-être dire. Alors, je voulais vous parler aussi d'une dernière petite chose. Alors, j'ai été contacté par deux étudiantes qui sont à HEC et qui ont créé un podcast en fait, dans lequel elles interviewent des professionnels du monde de l'entreprise, du monde de l'entreprise en fait, généralement. Des professionnels qui parlent de leur carrière, qui parlent de leurs études, qui parlent de ce qu'ils ont fait, de leur choix d'orientation, de leur métier, de comment ça marche chez eux, comment on est recruté, comment on travaille, enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement, etc. Et ça, c'était super intéressant. En fait, ils m'ont envoyé ça. J'ai mis beaucoup de temps à leur répondre, mais j'ai écouté ça dans le train hier. Et je trouvais ça super intéressant. Il y avait un podcast dans lequel elles interviewaient quelqu'un qui travaille dans le marketing, marketing digital. J'ai trouvé ça très intéressant. Et aussi des podcasts où elles interviewaient des recruteurs spécialisés qui donnaient des conseils pour être acceptés dans des stages, etc. Donc c'était très intéressant. Je pense que ça peut vous intéresser, en particulier si vous commencez à rentrer un petit peu dans cette période trouble qu'on appelle la frontière entre monde estudiantin et professionnel, hein, je sais pas comment le dire, mais voilà, donc ça peut vous intéresser bien sûr, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est tout sur mon projet pro, maintenant je vais vous parler de mes lectures du mois de décembre. Alors je suis un petit peu déçu, comme je vous l'ai dit, par ce que j'ai fait, parce que j'ai pas fait grand chose justement. J'ai lu 2 livres. En fait, voilà, on peut dire qu'au niveau de la culture générale, j'ai regardé des opéras, d'accord? Donc j'ai bien travaillé là-dessus, et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est vraiment j'ai surtout fait ça en fait, et ça m'a beaucoup 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 plu. Il y a plein d'opéras sur les animaux, hein. Bon, donc ça m'a beaucoup plu. Alors au niveau des livres maintenant que j'ai lus, alors j'ai lu Brodel. Donc j'ai lu 2 livres, hein. J'ai lu Brodel, La dynamique du capitalisme. Alors j'ai beaucoup aimé Brodel. Alors ça c'est un classique, hein. Franchement si vous faites de l'écho, il faut le lire, c'était pas normal, c'était une anomalie que je n'ai pas encore lu en deuxième année de prépa éco. Donc il fallait le faire. C'est un petit livre très très court, vraiment il y a plus de 100 pages, c'est vraiment rapide. Et c'est sympa parce que c'est très très historique, mais en fait c'est l'historique que vous ne connaissez pas parce que le programme d'éco il commence au 19e siècle. Et avant le 19e siècle, bah, il y a 19 siècles, donc enfin plus évidemment, enfin bon bref. Et donc dans cet ouvrage, Brodel vous explique les capitalismes qu'il y a eu avant, notamment autour des cités-États. Donc quand il parle de la dynamique du capitalisme, c'est effectivement cette idée de centre-périphérie. En fait, vous avez des centres capitalistes qui ont une véritable dynamique. Au XIVe siècle, c'était Venise. Après, le centre capitaliste s'est déplacé vers le nord. Il est arrivé, bon, après, il y a eu la période des foires. Euh, on s'est déplacé ensuite vers Amsterdam. Ensuite, il y a eu Londres, bien sûr, après une courte bataille avec Paris pour la domination économique de l'Europe. Et ensuite, le centre capitaliste de l'économie mondiale s'est déplacé vers les États-Unis et à New York en particulier. Et qui sait, y a-t-il un déplacement aujourd'hui vers la Chine? Toute la question peut se poser. Donc, c'est une vision très historique, très intéressante. Très très intéressante. Alors, comment dire? Alors, je vais arrêter de répéter intéressant à chaque fois parce que ça, c'est pas possible aussi comme type de langage quand même. C'est pas possible. Pour Brodel, le monde capitaliste, c'est le monde des banquiers, c'est le monde des grandes affaires, c'est le monde des prêts, c'est le monde du commerce international à longue distance, etc. C'est ça ce que Brodel appelle le capitalisme. Et pour Brodel, ce capitalisme-là, qui est un capitalisme bien sûr de privilégiés, un capitalisme minoritaire, un capitalisme... Enfin, quand on regarde la société dans son ensemble, ça concerne très peu de monde. Mais c'est ça qui a propulsé la révolution industrielle et qui a créé les structures nécessaires, notamment en Angleterre, pour propulser cette révolution industrielle. Donc voilà.
Donc, Dynamique du capitalisme, c'est un ouvrage très intéressant, très historique. Ça fait un petit peu rêver en fait, parce qu'on vous parle de la Chine, on vous parle de l'islam, on vous parle de Rome, Barcelone, Venise. Enfin, ça fait beaucoup rêver, c'est l'histoire. Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, puis c'est agréable à lire. Voilà, très, très intéressant. Deuxième ouvrage que j'ai lu. Alors, comme l'actualité l'oblige, hein, euh, l'actualité l'oblige, j'ai voulu lire un ouvrage sur Valéry Giscard d'Estaing. Euh, Philippe Pratt, Valéry Giscard d'Estaing, l'autre grand président. En fait, c'était, ça vous fait rire, c'était mon cadeau de Noël. Voilà, un livre sur Valéry Giscard d'Estaing. J'étais très content parce que je connaissais assez mal ce président. Livre très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, je vais commencer par ce que j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une vision de l'homme. De l'homme. Qui est Valéry Giscard d'Estaing? Vraiment, qui est-il? Et pourquoi son positionnement est gaulliste? Pourquoi il est... Alors, attendez. Pourquoi il est gaulliste? En fait, l'idée, c'est que il est arrivé... Il avait cette dynamique, il avait cette impulsion, comme De Gaulle. Même s'il n'était pas sur la même ligne que De Gaulle, mais il avait cette même impulsion, cette même énergie directrice, euh, cette même intuition sur la France. Et donc, en ça, il était gaulliste. Bon. Ça, c'est très intéressant sur le caractère. Et après, l'ouvrage présente assez bien le contexte de son élection, donc les années 70. Moi, j'ai vraiment bien compris ce que ça voulait dire que modernisation dans cet ouvrage. Modernisation, et j'ai bien compris la direction et comment dire, et l'éthique, je sais pas, la ligne de conduite, la ligne directrice de l'action de Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment l'idée de moderniser le pays pour l'adapter aux nouveaux enjeux, pour faire que la France reste, reste un grand pays, euh, malgré son affaissement comment dire, inévitable. Voilà, c'est plus la grande puissance du 19e siècle. Bon, la France reste une grande puissance, évidemment. Et donc très intéressant. C'est vrai que c'est assez géopolitique et économique. En fait, ça intéresse pas mal nos filières pour le coup. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur Valéry Giscard d'Estaing. Et donc j'ai beaucoup aimé. Rien que pour cet aspect-là, juste pour découvrir. C'est pas une biographie, hein. C'est pas une biographie, mais ça, comment dire, ça retrace l'homme. Ça retrace l'homme, son action, son engagement, etc. Donc ça c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est très intéressant. Bon. Puis c'est très contextuel, hein. Très contextualisé. Voilà. Alors ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai moins aimé sur l'ouvrage, c'est que il y a deux choses. C'est déjà que c'est un ouvrage qui est quand même, euh, comment le dire? C'est un ouvrage qui est de droite, mais ça se sent en fait. Voilà. Enfin moi j'ai aucun problème avec les ouvrages de droite, mais là c'est un ouvrage de droite qui se sent qu'il est de droite. Et l'auteur je sais pas, il le cache pas. Enfin voilà, c'est évident. Bon, au bout de 3 pages, moi j'ai vu, je me suis dit mais oula, oula, bon, hein. Donc voilà, il y a cette orientation politique qui est donnée au livre, qui est voulue, qui est assumée. Et il y a autre chose que j'ai pas trop aimé dans l'ouvrage, c'est le style. Je trouvais que c'était un style un petit peu. Ah, non, j'ai pas gardé la page parce que ça c'était une drôle de page aussi. Euh, il y a un style qui est un style d'énarque en fait, un style qui est un niveau d'encre soutenu, mais qui n'est pas littéraire en fait. C'est pas un style littéraire, mais c'est un style un peu fleuri, un peu, un peu soutenu et un peu, je sais pas trop comment le dire, mais c'est vraiment un style, un style particulier. Euh, j'ai pas, dommage, j'ai perdu la page que je voulais vous lire. Et bah, tant pis, vous n'avez pas la page. Bon. Mais c'est vrai que ouais, c'est un style un peu inutilement fleuri, si vous voulez. Moi, j'aime bien les niveaux d'angle soutenu quand c'est littéraire, quand on recherche à faire de l'art avec, en fait. Mais là, c'est pas, on recherche pas à faire de l'art, on recherche à faire de l'effet, en fait. Vous voyez la différence? Donc bon. Mais tout de même, c'était intéressant. Voilà. Alors, il faudrait que je prenne un verre d'eau, en fait. Parce que là, ça commence à faire, surtout que... Mais en fait,
comme je suis bien reposé, j'arrive à être assez dynamique. Et vous savez que c'est un véritable entraînement pour moi de faire ces vidéos sans montage. Sans montage parce que bah, c'est un entraînement pour l'école. En col, il faut être dynamique, il faut être intéressant et il n'y a pas de montage de permis. Donc, c'est ainsi que c'est fait. Alors, les questions qu'on m'a posées. Alors, on va régler une première question qui est celle du... Ah, est-ce que j'arriverai à sélectionner la chose? Attendez. Alors, la première question qu'on m'a demandé, c'était celle du concours général. Celle du concours général parce que j'avais eu la troisième place au concours général la dernière année où c'était possible, donc c'était en 2019. Et donc j'avais fait une vidéo pour en parler, etc. Et il y a plein de gens qui m'ont contacté en ce moment pour me demander ma copie. Donc, je vais vous donner ma copie, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir de partager ça parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune ressource sur le concours général en général. C'est très dur de trouver des gens qui vous renseignent dessus. En général, personne connaît. Enfin, personne connaît. Si. Mais vous avez assez peu de ressources dessus. Et c'est dommage. Donc moi, j'avais fait des vidéos dessus. Et j'avais mis ma copie à disposition. Donc là, je vais le refaire. Sauf que je n'ai qu'un lien de 7 jours. Et je connais pas en fait d'autres logiciels pour faire en sorte que ma copie reste sur Internet plus longtemps. Donc je sais pas. Donc si vous connaissez des choses, vous me le dites. Sinon, ce sera 7 jours de disponibilité durant laquelle vous pourrez télécharger ma copie. Voilà. Sans souci. Mais bon, soyez indulgents parce que c'est une copie de terminale. Il y a des fautes monstrueuses, il y a des raisonnements qui sont caricaturaux. C'est quand même assez incroyable. Non, mais c'est vrai. Hein. Bon. Donc voilà, comme d'habitude, je réponds à vos questions parce que ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis c'est intéressant toujours, ça peut vous aider, etc. Donc moi, ça me plaît. Combien de temps je travaille en terminale par soir? Alors ça, j'ai répondu. Il y a pas mal de gens qui m'avaient demandé ça aussi. En terminale, en fait, j'en faisais un peu qu'à ma tête, je travaillais un petit peu ce que j'aimais. Mais c'était l'ancien système. Voilà, avec le nouveau système, je pense pas qu'on puisse faire comme ça. Il faut un petit peu se bouger quand même. Donc bon. Donc combien de temps je travaille en terminale? Donc la réponse est là, 3-4 heures. Mais effectivement, je faisais un petit peu ce que je voulais. Donc je lisais Le Monde Éco, je faisais de l'anglais, etc. Donc c'était pas très très sérieux. Mais si vous voulez, c'était sympa parce que c'était l'ambiance lycée, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui t'intéresse, tu as le temps de t'attarder dessus. Si tu es passionné par les politiques monétaires, tu t'intéresses pendant 3 jours aux politiques monétaires. Enfin voilà, tu as le temps de faire ça. En prépa, tu n'as plus le temps de faire ça malheureusement. Et c'est ça qui me déçoit un peu. C'est que j'ai plus le temps d'approfondir les trucs qui me plaisent. Voilà. Et je regrette. Je regrette ceci. Bon. Ensuite, voilà. Alors ça, c'est très 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 intéressant. L'orientation. Il faut que vous me dites si vous voulez une vidéo sur Parcoursup et ce que vous voulez savoir dessus en fait. Parce que l'an dernier, j'ai fait pas mal de vidéos sur Parcoursup déjà, donc je vais pas trop me répéter. Mais peut-être une vidéo sur la prépa éco, la nouvelle prépa, peut-être que ça peut vous intéresser. C'est à vous de me dire. Voilà, c'est vraiment à vous de me dire ce que vous voulez voir. Parce que je m'adapte à l'offre, enfin je m'adapte à la demande. Voilà, c'est l'offre qui s'adapte à la demande. Bref. J'ai commencé en terminale, mais j'ai envie d'arrêter parce que ça ne me plaît pas. Est-ce que tu penses que c'est utile de la garder? Alors, les maths expertes pour la prépa éco. Ça, c'est le sujet de la question. Alors, c'est bien d'avoir des maths expertes pour la prépa éco parce que on vous demande pas un niveau de maths experte en prépa éco, ok? Mais vous aurez fait des maths plus dures. Et donc, le programme de prépa éco vous paraîtra plus facile. Et donc, ça va vous avantager pour les concours in fine. Voilà, donc vous aurez un meilleur niveau. C'est pas nécessaire, bien sûr. C'est pas nécessaire, il suffit de faire l'option maths en terminale pour aller en prépa éco. Avec une autre spécialité comme vous voulez. Mais l'option maths, c'est la plus importante. Si vous faites maths experte, c'est mieux. Si vous vous sentez mal en maths experte, ne continuez pas, je pense que ça va pas servir. Voilà. Vous allez perdre du temps, tout simplement. Mais c'est vrai que si vous avez la capacité de le faire, faites-le parce que ça va être bien. Et j'étais surpris parce qu'il y a quelques jours, je suis allé sur le site du lycée, Henri IV, et j'étais surpris de voir qu'il recommandait, dans la description de la nouvelle prépa éco, qu'il recommandait de faire maths experte.
Il disait, en fait, nous on pense que c'est bien si vous faites maths expert, mais c'est pas obligatoire. Donc j'étais surpris qu'il écrive noir sur blanc si vous voulez, mais voilà, comme ils l'ont fait, je vous le dis directement, Henri IV recommande aux étudiants de faire maths expert pour aller en prépa éco. Voilà. Donc vous pouvez aller le vérifier sur le site internet, très bon site d'ailleurs. Voilà, c'est marqué, donc maths expert c'est comme vous voulez, à vous de voir ce que vous préférez. Mais après, je pense que le plus important, c'est de bien vous mettre dans l'esprit des concours et de bien vous dire que tout ce que vous allez faire en terminale de plus que les autres va vous servir pour les concours. Voilà, si vous lisez 3 livres de philo par mois en terminale, dites-vous que vous aurez des concurrents le jour des concours qui n'auront pas fait ça en terminale et vous aurez un avantage de plus. Enfin voilà. Tout ça, c'est l'esprit concours, quoi. Enfin voilà, c'est juste le truc, quoi. Et donc si vous avez la capacité d'en faire plus que les autres, donc par exemple en faisant maths expert, ça va vous aider pour les concours. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir effectivement comme vous le sentez, à vous d'en parler avec vos profs aussi qui vous connaissent mieux au niveau scolaire. Voilà. Ensuite, quel podcast j'écoutais que j'écoute et qui sont utiles en deuxième année au CE. Alors, utiles en deuxième année au CE. Ah, voilà, c'est exactement la réponse que j'ai fait. Alors voilà, j'écoute toujours, tous les jours, le podcast qui s'appelle The Briefing sur Monocle 24. Je vous mettrai... Ah non, je vous mets le lien en description tout le temps, donc bon, à un moment, vous l'avez, non? Bon, mais je peux vous le mettre quand même en description une nouvelle fois. Mais c'est un podcast que je recommande tout le temps parce qu'il est trop cool. Les intervenants sont super bien. Les journalistes sont drôles, franchement, ils me font trop rire. Maintenant, je me suis habitué à leur accent et à leur humour. Donc, c'est deux bonnes choses à connaître. Et vraiment un podcast intéressant qui dure une demi-heure d'actualité internationale, en particulier sur le monde anglo-saxon, en anglais. Voilà. Et puis, c'est destiné, en fait, il faut bien comprendre que les gens qui écoutent ce podcast, c'est pas des étudiants. Les gens qui écoutent ce podcast, c'est des chefs d'entreprise, c'est des cadres, c'est des... je sais pas, c'est des gens qui ont des beaux métiers, quoi. Enfin voilà, c'est des gens qui sont connectés, qui sont globalisés, comme on dit. Enfin bon. Voilà, donc c'est une audience un peu, comment dire, je sais pas comment on dit, bah, un peu globalisée, quoi. C'est genre les gens qui écoutent leur podcast à Zurich et le lendemain à Sydney. Enfin voilà. Bref. Donc vous pouvez faire ça, c'est très très bien. Alors, j'ai parlé de ça, j'ai pas parlé du reste. France Culture, c'est très bien. Écoutez France Culture, vous avez Entendez-vous l'écho, vous avez Les chemins de la philosophie, et vous avez le cours d'histoire, le cours de l'histoire. Tout ça, c'est très bien, vous l'écoutez quand vous voulez, il y a plein de trucs super bien dessus. Vous prenez des notes dessus, voilà, c'est le mieux. Moi, je prends souvent des notes dessus, puis après, je note des fois si j'y pense, et des fois, j'y pense pas, mais bon. Ah, d'ailleurs, je voulais le faire pendant les vacances et j'ai pas oublié. Bon, alors, et puis dernière chose, entendez-vous l'écho? Bah voilà, entendez-vous l'écho sur France Inter aussi. Les samedis matins, c'est très très bien, surtout les débats. Les débats, ils sont trop bien parce que vous allez bien comprendre comment ça marche la pensée économique. Si vous avez eu une prof d'éco keynésienne, vous allez comprendre un petit peu ce que c'est un raisonnement libéral et inversement. Si vous avez eu un prof d'éco libéral, vous allez comprendre un petit peu ce que c'est qu'un raisonnement keynésien. Et ça fait plaisir parce que c'est jamais trop caricatural. Les intervenants sont toujours, ils sont dans leur contexte et ils savent adapter comment dire, leur mode de réflexion à des circonstances et à justifier par des arguments précis et des exemples chiffrés. Voilà. Donc vous pouvez récupérer tout ça dans les études. Donc ça c'est bien, c'est sympa. Et podcast encore, j'écoute peut-être d'autres choses, mais j'ai un peu peut-être oublié. Pour le reste, mais c'est que j'écoute moins. Bref. Orientation. Ah. Tiens. Je vous posais une question sur les prépa éco, ECG. En ce moment, je fais maths, SES, géopo, tout. Ok. Donc oui, j'ai dit, tu peux faire un choix entre SES ou géopo. Voilà. Alors j'avais fait une vidéo l'an dernier très très précise sur la prépa ECG. Où j'avais interviewé, j'avais pas interviewé, mais j'avais posé la question à Madame la proviseure et à mes professeurs. Et donc j'étais assez documenté pour vous parler de ça. Maintenant, ça s'est peut-être un peu plus précisé en ce moment. Mais vous pouvez toujours aller la revoir. Vous cherchez Kinori, prépa éco, première, machin, orientation. Vous allez trouver.
Euh, Au sujet de l'orientation en prépa éco, il vous suffit de prendre les maths. Et ce serait bien que vous preniez une des matières de la prépa éco, donc économie ou géopolitique, vous n'êtes pas obligé. À mon avis, un profil idéal, c'est quelqu'un qui va faire maths spécialité, maths experte, économie ou géopolitique. Peut-être plutôt économie parce que tous ceux qui n'auront pas fait spé, qui auront ni fait éco, ni fait géopo, iront en option géopo en prépa parce qu'ils auront fait le tronc commun d'histoire géo, vous voyez. Donc, je sais pas, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je sais pas exactement. Puis après, peut-être que les prépas vont avoir des recrutements différenciés aussi. Il y aura peut-être des prépas qui n'auront pas d'option éco disponible et inversement. Donc c'est aussi difficile de savoir là-dessus et il faut prendre directement contact avec les établissements. Et sinon, sur orientation, tu fais maths, tu fais autre chose, ça passe. Tu fais maths, tu fais éco ou géopo, ça passe encore mieux. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà. Voilà. Et bah dis donc, on a fini et il fait nuit. Comme d'habitude, c'est pas possible ça. Hein. Je crois que ça va être la période qui va vraiment me déprimer. L'hiver, le mois de janvier, il fait super froid. En plus, j'ai regardé la météo, il fait hyper froid, il fait moche et tout. Ça va être horrible, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais de ma vie en prépa. Ah là là, j'ai si hâte d'avoir fini, vous imaginez même pas. J'ai tellement hâte d'avoir fini. De profiter de la vraie vie. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et ça va aller si vite, ça va aller si vite. Dans 2 mois, c'est les concours blancs. Dans 113 jours, c'est les concours. Waouh, j'en reviens pas. Vraiment, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Donc, je vous ai posé beaucoup de questions au cours de cette vidéo. Je vous ai demandé ce que vous avez fait pendant les vacances. Quelle note vous mettez à mon projet professionnel et quel est votre projet professionnel à vous, quelles sont vos lectures à vous, et si vous avez des questions comme d'habitude, allez-y, et si vous voulez sélectionner le sujet de la prochaine vidéo, bah, dites-le moi, ce sera entre Parcoursup et l'animal à mon avis, parce qu'il est temps de parler de l'animal, j'aurai mes résultats de dissert d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite de passer un heureux mois de janvier, aussi heureux qu'il peut l'être, et puis de ne pas déprimer, de rester, bah, d'avoir le smile quoi. On est dans une nouvelle année, 2021, qui s'annonce mieux que 2020, en tout cas a priori, je vois pas comment on pourrait faire pire, donc puisqu'on pourra pas faire pire, on pourra que faire mieux. Voilà, c'est tout, j'espère que vous allez bien, et on se dit à bientôt, salut!